Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Coucou Vanessa, je suis vraiment ravie de te recevoir dans cet épisode pour parler un petit peu de ton parcours de maman. Habituellement, c'est toi qui reçois les jeunes mamans lors de tes lives, mais j'avais vraiment envie de te consacrer un épisode rien que pour toi. Et avant de démarrer, j'aimerais savoir comment vas-tu? Coucou Océane, c'est à moi le plaisir parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est souvent dans le sens contraire. Et donc c'est souvent moi qui suis à ta place et qui pose des questions et ça fait du bien aussi de pouvoir parler sans tabou. Je vais bien, je vais bien. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais ça va. Ouais. Dis-moi comment vas-tu? Oui, je vais très bien, je te remercie en tout cas d'avoir posé cette question. Avant de pouvoir commencer cet épisode, est-ce que tu aimerais bien te présenter pour dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais professionnellement et puis ta petite famille aussi autour de toi? Bien sûr. Alors, je m'appelle Vanessa, j'ai 30 ans, l'âge qui pique. J'ai j'ai 3 enfants, donc j'ai ma fille qui aura bientôt 6 ans, mon fils qui a 2 ans et demi, et je viens d'avoir un petit garçon qui a 7 mois. Et donc, professionnellement parlant, je travaille dans l'automobile, donc je suis chargée de la qualité de l'expérience client. Et parallèlement, j'anime une émission qui s'appelle Entre mamans sans tabou, donc c'est en direct, où je reçois des mamans, où on échange autour de la maternité, de l'organisation au quotidien, des difficultés qu'on peut avoir. Donc, on parle vraiment de la maternité sans tabou. Et dernièrement, j'ai créé mon association qui s'appelle Association de soutien entre mamans, qui a pour but de venir en aide de manière matérielle et psychologique aux mamans en période de postpartum. Oui, et puis vraiment, je te remercie encore de m'avoir conviée à cet événement parce que ça a été vraiment très enrichissant et aussi d'avoir pu découvrir ce que tu souhaites prôner au sein de ton association. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai réalisé un vlog dont la vidéo elle est en public sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller la découvrir, je vous la mettrai dans le petit i de ma vidéo YouTube. Alors pour commencer avec la première question, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le projet de ce premier bébé? Comment est-ce que vous en avez échangé tous les deux, toi et ton conjoint? Alors, sincèrement, on n'a jamais vraiment abordé le sujet. On était ensemble, on savait que on voulait cheminer ensemble. Et alors, ma première grossesse, il faut savoir que j'étais encore étudiante. C'était pas forcément quelque chose de cherché, mais moi, au plus profond de moi, j'ai toujours su que j'ai envie d'être maman, que j'ai envie d'avoir plusieurs enfants. Donc, ça m'a pas choquée. Après, il fallait trouver comment s'organiser en tant qu'étudiante parce que je ne voulais pas arrêter mes études et je suis tombée enceinte. Je terminais mon master 1 et comment dire, et j'ai été acceptée dans une école, donc j'ai fait un concours pour mon master 2 et c'était une école où il y avait que de l'alternance et donc j'ai dû cacher ma grossesse parce que je voulais vraiment faire cette formation et puis à un moment quand c'était déjà trop avancé, j'ai avoué à ma directrice que ben en fait je suis enceinte mais que vraiment j'ai envie de faire cette formation et
Et j'ai eu l'agréable surprise de savoir qu'elle aussi, pendant son parcours, elle est tombée enceinte quand elle faisait sa thèse, donc ça m'a facilité la chose. Et elle m'a dit, oui, je comprends, donc de manière, comment dire, exceptionnelle, tu vas pouvoir faire ta formation en continu et faire un stage après. Donc, en gros, c'est pour dire que c'était pas forcément pour la première du mois, c'était pas forcément quelque chose de prémédité, pas du tout. J'ai été enceinte et je me suis dit, je suis enceinte, on va voir comment ça se passe. C'était pour la première. Pour le deuxième, apparemment, c'était totalement différent parce qu'effectivement, j'ai eu 3 grossesses, mais vraiment totalement différentes. Et du coup, pour mon deuxième, c'était totalement différent parce que, avec mon mari, comment dire, on était dans une situation un peu délicate. On se cherchait vraiment. On avait déjà la première qui était arrivée. Là, on savait qu'on était étudiants. Et le deuxième, on était déjà ensemble, on vivait ensemble, mais comment dire, de manière professionnelle, on n'était pas encore vraiment calés, etc. Donc, le deuxième, il est arrivé. Euh, on a dit Dieu merci, mais c'est vrai que financièrement et même psychologiquement, c'était assez compliqué pour moi. Voilà, c'est le deuxième grossesse, faut le dire. Euh, il y avait beaucoup de questions que je me posais parce que j'avais l'impression que je n'étais pas arrivée où je voulais. C'était un peu compliqué pour moi. Comment dire, je ne me retrouvais pas en tant que femme, c'était vraiment très compliqué. Et il faut savoir que quand j'étais à 7 mois de grossesse, 7 ou 8 mois de grossesse, j'allais déposer ma fille. Donc, j'avais déposé ma fille au centre aéré, donc je rentrais, j'ai glissé. Et donc, j'étais enceinte de 7 mois, oui. J'ai glissé sur un pont en bois, sauf que la veille, il avait plu. Et donc, ça glissait. Et donc, j'ai glissé en grand écart. Et donc, je me suis fracturé le pubis. Donc, j'ai entendu un crack. C'est vrai? Et j'ai fait qu'il y avait un souci. Oui. Mais c'est vrai que j'en parle pas parce que, j'ai pas envie d'ennuyer les gens avec mes histoires. Moi, je suis une personne, je préfère recevoir que de me dévoiler. C'est vrai que c'est assez compliqué pour moi, souvent. Ça a toujours été le cas dans ma vie. J'ai toujours été très pudique sur même ce que je ressens. Ouais. Souvent, les gens, ils ont du mal à savoir même quand ça va pas chez moi parce qu'on sait pas. Parce qu'on a toujours l'impression que ça va. Mais bon, et je pense que c'est une protection aussi pour moi, je pense. Donc là, aujourd'hui, j'en parle. Il y a beaucoup de personnes qui vont être étonnées parce que je n'ai jamais mentionné cela. Je ne m'en suis jamais plaint. Pourtant, de ce jour-là jusqu'à mon accouchement, je ne marchais plus normalement. Donc, j'ai fait déjà une semaine sans marcher, déjà, parce que je me suis vraiment fracturé le pubis. C'était vraiment... Donc, les pompiers sont venus me récupérer parce que je pouvais pas me lever, je pouvais pas bouger. Heureusement que ce jour-là, mon mari ne travaillait pas. Donc, il était je crois, en télétravail. Bref, il travaillait pas. Donc, quand je suis tombée, je l'ai appelé. Je lui ai dit, là, il y a un souci. Je suis quelqu'un qui tient assez bien la douleur. Mais là, quand je suis tombée, j'ai entendu le crack. Je me suis dit, il y a vraiment un souci. Donc, on a appelé les pompiers. Et même pour me lever, c'était terrible. Donc, j'avais mal, mais tout le bas du corps, c'était atroce. Et donc, j'avais très peur parce que je me disais peut-être que mon bébé a un souci. Donc, on est allé aux urgences directement. Donc, heureusement, le bébé n'avait pas de souci majeur, mais on pouvait même pas faire de radio ni d'IRM parce qu'avec avec les UV, etc., je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'était dangereux du coup pour la grossesse. Donc, C'est les ondes que tu veux dire? c'est ça. Et je pouvais même pas avoir de traitement parce que ça faisait vraiment mal, mais je pouvais pas avoir de traitement à la dure parce qu'effectivement j'étais enceinte et que moi-même j'ai préféré souffrir que d'avoir un traitement qui éventuellement peut être dérangeant pour l'enfant. Donc, du coup, j'ai fait déjà une semaine, je ne pouvais pas marcher. Donc, j'ai fait une semaine sans prendre de douche, vraiment. Ah ouais. Je me nettoyais, mais je ne pouvais même pas, même pour faire pipi, je vais vous faire la confession. Mon mari me ramenait le pot de ma fille, parce que je pouvais pas me lever. C'était juste pas possible. Et donc, c'était assez compliqué pour moi, parce que je suis quelqu'un, ça c'est
enfin, je pense que de ma culture et de mon éducation, je suis une femme vraiment qui fait tout à la maison. Donc, je fais à manger, je fais le ménage, etc. Donc, pour moi, je me suis sentie un peu perdue parce que là, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas m'occuper de ma maison, de mon mari. Alors, mon mari, il a pris le relais, bien sûr, mais je veux dire, après, chacun est comme il est. Il faisait, mais vraiment bien, mais moi, je culpabilisais parce que je me disais, purée, enfin, à la base, c'est moi qui m'occupe de tout. Enfin, et je pouvais juste pas. C'était juste physiquement impossible. Mais c'est vrai que ça a remis en question un peu mon rôle et comment on partage les tâches à la maison. Parce que c'est vrai que mon mari, il fait ce qu'il faut faire naturellement, mais j'ai toujours pris le lead dessus parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça dans mon éducation. J'ai été la dernière, j'ai toujours été la plus petite, la dernière fille. Et chez nous, bah, la femme, c'est elle qui fait tout. Alors mon mari, lui, vu qu'on est en France aujourd'hui, on voit les choses différemment parce qu'il faut savoir que nous, moi, je suis venue en France en 2017, 2016-2017. Et donc, j'ai fait toute ma vie, je l'ai vécu au Cameroun. Donc, c'est vrai qu'arrivé ici, on voit que les choses se passent différemment. On voit que les hommes et les femmes partagent presque tout, mais sauf que nous, de mon éducation, ça, c'est pas du tout ça. Donc, de mes frères, etc. Même amicalement, bah, c'est la femme qui fait tout. Donc, il faut se faire à manger, le ménage, etc. Donc, c'est vrai que ça a été un premier coup pour moi parce que c'était vraiment la première fois de ma vie où physiquement, bah, je pouvais pas bouger, je pouvais pas voilà, faire ce que je fais d'habitude. Et donc, ça m'a mis un petit coup au moral. Je me suis dit, purée, c'est bizarre, mais bon, mon mari, il a été là, il m'a bien soutenu, etc. Et donc, ça a été difficile parce que bah, jusqu'à la fin de ma grossesse, c'était très, très dur. J'avais du mal à marcher, mais je marchais vraiment à pas de tortue. J'avais très, très mal parce qu'en plus, le bébé, plus il grossissait, plus ça appuyait sur ma vessie. Donc, ça appuyait où j'avais vraiment mal. Donc, j'avais vraiment très mal à chaque fois quand je dormais la nuit. Enfin, voilà, c'était horrible jusqu'à la fin de ma grossesse. J'avais très, très, très mal quand je me déplaçais, quand je pouvais pas faire grand-chose. Et donc, bah, j'ai accusé le coup, hein. J'ai accouché heureusement quand même par voie basse parce que j'avais peur. Je me disais peut-être qu'avec cette douleur, je vais devoir faire une césarienne. Ça, c'était vraiment ma phobie de devoir faire une césarienne. Ouais, J'ai t'avais peur. accouché par voie basse, oui, tout à fait. J'ai accouché par voie basse. Dieu merci. Et quand j'ai accouché, donc on vivait encore en région parisienne quand j'ai accouché. Et bon, on a dû partir parce que, voilà, pour des raisons personnelles, on est parti, on est venu s'installer du coup à Rennes où je vis aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Je n'ai pas réussi à me retrouver. Je faisais des lives, j'ai arrêté tout ce que je faisais parce que c'était très, très, très difficile pour moi. Vraiment, cette grossesse, j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps, ce postpartum. Parce que déjà, la grossesse, je pense que le fait que je sois tombée, ça m'a mis un coup au moral. Et après, quand j'ai accouché, le fait qu'on doive partir, etc., il fallait tout recommencer ailleurs. Ah, c'était très, très, très compliqué. Et avec mon mari, des fois, comment dire, on n'arrivait pas à communiquer. Voilà. C'était difficile parce que moi, euh, je suis arrivée en France et j'ai vu avec mes yeux que les hommes font tout de la même manière que les femmes. Et que, en fait, euh, une femme peut se reposer sur son mari. Donc, il y avait ça, cette réalité. Mais il y avait l'autre réalité qui était que moi, j'ai été éduquée comme une femme chez nous qui porte toute la charge, en fait, de la maison. Donc j'étais vraiment au milieu des deux et je me suis perdue en fait. Avant, quand je faisais les choses, je n'avais pas besoin d'être remerciée ou je n'avais pas besoin d'aide. Mais là, je me suis rendu compte que ça peut se faire. Je sais pas enfin, je m'entends, mais je sais pas si je suis vraiment en train de parler avec mon cœur. Donc même les mots, je suis en train de les découvrir en parlant. Parce que c'est vrai que c'est pas des sujets dont on parle. Je peux pas dire ça à ma mère, par exemple que non, mais maman, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas possible parce que la femme, enfin, ma mère, elle me dit, mais comment ça, ben, tu es la femme, enfin, ça, tu dois faire. Enfin, je veux dire, notre éducation, c'est la femme ne peut pas se plaindre de s'occuper de son foyer. Voilà. C'est comme ça et peu importe les difficultés que tu as, tu dois faire face, ne rien montrer et
toujours aller de l'avant. Sauf que j'avais ma fille aussi, il fallait que je m'en occupe, il y avait la maison, etc. Et je culpabilisais pour la moindre chose. Si mon mari rentrait le soir et que la maison n'était pas clean, j'étais pas bien. Je ne demandais pas de l'aide. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je ressentais des choses, mais je ne lui disais pas ce que je ressentais. Du coup, lui ne comprenait pas. Donc la communication était vraiment, c'était compliqué. C'était très compliqué. Donc même dans notre couple, là, notre couple a failli y passer, il faut que je le dise, parce que je devenais aigrie, parce que je me disais, mais purée, pourquoi il comprend pas que, genre, il faut qu'il m'aide, etc. Pourtant, on a eu la même éducation, lui et moi. Et lui, selon l'éducation chez nous, c'est que l'homme, il ne fait pas grand-chose. Mais sauf que lui, mon mari, lui particulièrement, je lui aurais demandé, il l'aurait fait. Vous me direz, oui, mais on n'a pas besoin de demander. Ça peut être vrai, mais il faut prendre la réalité des personnes. Donc, toutes les personnes n'ont pas la même histoire. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de comprendre quel est le contexte et d'où viennent les gens, pourquoi ils ont telle réaction. Je pense que c'est important pour ne pas avoir un jugement biaisé. Il faut comprendre. Donc, moi, je comprenais que nous, d'où on vient, c'est comme ça. Mais là, je suis en France. En France, et ben, enfin, c'est moitié-moitié, quoi. Mais non, en fait, il fallait que je lui explique avec des mots qu'il puisse comprendre. Parce qu'effectivement, où on se perd souvent, c'est que on rentre dans un combat inutile. Le but, c'est pas le combat. Le but, c'est de se comprendre et de faire une équipe, en fait. Le but, c'est pas, non, fais ci, fais ça, ou de dire les choses quand on est fâché. Et c'est ce que je commençais à faire. Ça veut dire que j'emmagasinais, je prenais tout sur moi. Et quand j'explosais, et ben, ils comprenaient pas parce que c'était vraiment très compliqué. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de mamans vont comprendre. Donc, moi, je me disais, c'est à moi de tout faire. Mais euh, quand même, dans mon subconscient, j'attendais qu'il me propose son aide. Et quand il ne le faisait pas, du moins, qu'il ne le faisait pas de la manière à laquelle moi, je m'attendais, parce qu'il y a aussi il y a aussi ce côté qu'il faut regarder des fois. On a besoin de l'aide, j'ai besoin de l'aide de mon mari, je vais parler de moi. Et quand il va faire, ça va pas être comme je voulais. Mais sauf qu'il a quand même fait. Et puis, du coup, bah, moi, je vais dire, OK, bah, la prochaine fois, je vais pas lui demander parce qu'il fait pas comme je veux. Mais le but n'est pas qu'il fasse comme je veux. Le but, c'est que ce soit fait. Et avec ma troisième grossesse, que j'ai vraiment compris que des fois, on se prend la tête pour pas grand-chose. Donc, je m'explique. Ma troisième grossesse est arrivée. On l'attendait. On ne l'a pas cherché, mais on était assez stable, la stabilité qu'on a tant voulu avoir. Donc, je suis tombée enceinte. On était très contents. Après moi, j'ai eu le petit stress parce que c'est vrai que je venais de commencer un travail. Enfin, j'ai commencé le travail en janvier et je suis tombée enceinte en mai, par là. Ok. Et donc, j'ai réellement su que j'étais enceinte en juillet, par là, parce qu'en fait, j'avais pas encore eu mon réel retour des couches de ma première grossesse, enfin, de la grossesse précédente, autant pour moi, parce que j'ai allaité mon fils jusqu'à 18 mois et mes règles n'étaient pas revenues. Donc, du coup, quand je suis tombée enceinte, j'ai pas tout de suite compris que j'étais enceinte, puisque, enfin, vu que j'avais pas des règles, enfin, mon cycle n'était pas revenu, donc j'ai pas compris, donc je me suis pas posé la question. Donc, quand j'ai pas eu mes règles, je me suis pas dit je suis enceinte parce que, enfin, il y avait des mois avec, il y avait des mois sans, donc ça m'a pas alerté. Et donc, je suis tombée enceinte. Quand j'ai su que j'étais enceinte, quand j'ai fait mon échographie, enfin, on m'a mis une échographie d'urgence parce que j'étais déjà bien avancée, donc on savait pas, etc. Et j'ai dit oui, mais même moi non plus, je savais pas. Donc, en soi, après, tout s'est bien passé. Mais moi, ma hantise, c'était vraiment au boulot parce que euh, je me suis dit, purée, comment ça va être vu, comment ça va être pris au bureau, ma responsable, mes collègues, comment ils vont. Enfin, je me suis vraiment fait descendant, je me suis vraiment mis la rate au courbouillon, comme on le dit souvent, parce que vraiment, j'en dormais pas la nuit des fois. Et même moi, mon mari me disait, mais enfin, t'es enceinte, enfin, c'est le processus normal de la vie. Enfin, il n'y a personne qui doit te juger parce que tu fais un troisième enfant. Nous, c'est ce qu'on veut. Donc, si tes responsables ne sont pas d'accord, bah, qui te licencie ou je sais pas, mais ça n'arrivera pas parce que enfin, être enceinte, c'est donner la vie. Il y a pas de. Enfin, il me rassurait et tout, mais moi, j'étais vraiment pas bien. Donc, après,
Finalement, j'ai dit, mais assez tard quand même. Assez tard, j'étais à 4 mois de grossesse, à ma responsable que ben voilà, je suis enceinte. Voilà, j'ai bien vu qu'il y a eu, c'était un peu, enfin, c'était déguisé, mais j'ai bien ressenti que voilà, il y avait une cassure. Mais voilà, moi, je voulais vivre vraiment cette troisième grossesse, pas comme les deux autres. Je voulais vraiment profiter de cette grossesse et être épanouie et faire des choses que j'avais jamais pu faire pendant les autres grossesses. Vraiment, je voulais quelque chose de naturel parce que mes deux premières grossesses, j'ai eu la péridurale. Et là, je me suis dit, je veux une grossesse vraiment sans péridurale de la manière la plus naturelle. J'ai vraiment eu un projet d'accouchement, j'ai eu un projet pour mon postpartum. Je savais comment ça allait se passer, etc. Chose que j'ai pas eu pour les deux premières parce que ça m'était tombé dessus et que même moi, j'étais pas stable, en fait. Enfin, quand je dis pas stable, je veux dire, je vivais la grossesse, en fait. Je découvrais au jour le jour, mais avec cette grossesse-ci, avec l'expérience aussi que j'ai eue des lives. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de connaissances dans le domaine de la périnatalité ou bref, dans le domaine de l'enfance ou de la maternité. Donc, j'avais des conseils, je savais où aller chercher les informations parce que c'est ce que je n'avais pas dans les premières grossesses, enfin, du moins dans la première, parce que la deuxième, c'était différent. C'était vraiment quelque chose de personnel. Euh, donc c'était moi, il fallait que je me retrouve. Et du coup, j'avais mis tout ça entre parenthèses parce que il fallait que je me retrouve moi. Et donc là, pour cette troisième grossesse, je m'étais retrouvée, j'étais épanouie, j'étais bien, j'avais un travail, on avait une maison, enfin, on était bien, donc il n'y avait pas de sujet. Sauf que, et bim, on me dit, ben, madame, attention, bah, vous allez faire une prééclampsie. J'ai dit, mais mince. J'avais tout était prévu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, un jour, je fais un malaise en novembre, toujours, hein, ce mois. Hein, ce mois, parce que c'était aussi en novembre que j'avais fait le malaise quand j'étais enceinte de mon deuxième. Donc, en novembre encore, je fais un malaise. Et là, on m'hospitalise. Parce que moi, il faut savoir que si c'est pas les grossesses, je vais jamais à l'hôpital. Je suis vraiment jamais malade. Donc, à chaque fois que je vais à l'hôpital, c'est quand je suis enceinte, etc. Et donc là, on m'hospitalise. C'était vraiment la première fois que j'étais hospitalisée. Et quand j'arrive, enfin, je savais pas qu'on allait m'hospitaliser. Je pensais que je venais juste, j'ai fait un malaise. On allait me dire, bon, on vous arrête, donc reposez-vous. Et là, on me dit, non, on vous garde. J'en ai pleuré. Je me suis dit, mais mes enfants, ils sont à la maison. Enfin, enfin, je suis sortie, enfin, c'était pas prévu. Moi, je suis jamais malade. Enfin, vraiment, parce que je me mettais souvent la pression de me dire, mais moi, je suis jamais malade. Je, la grossesse, ça va, je gère, tout va bien. Enfin, j'avais pas écouté mon corps, en fait. J'avais pas écouté mon corps parce que même au travail, je voulais tellement montrer que la grossesse ne va pas diminuer mes capacités que bah, je me comportais pas comme une personne enceinte de 7 mois, en fait. Donc, il faut savoir que moi, je travaillais à l'étage. Je descendais les escaliers genre 20 fois par jour, quoi. Pourtant, il fallait que je me ménage, mais non, je voulais tellement, voilà, j'avais repris une vie professionnelle. Je voulais tellement me prouver à moi-même que bah, je peux le faire, et mon mari me disait souvent, calme-toi, enfin, ménage-toi. Mais non, je me disais, non, bah, non. Si je me calme, on va dire, ouais, je suis enceinte et tout, on va me catégoriser, on va me coller une étiquette et tout. Donc, je montais les escaliers, je faisais les tours de terrain, je faisais ci, je faisais ça. Et là, quand j'ai fait le malaise et qu'on m'a hospitalisé, bam, dans la face, mon corps m'a dit, bah non, en fait, c'est ton troisième enfant, en fait, puisqu'on n'a pas, enfin, tu portes l'enfant, c'est ton troisième enfant que tu vas avoir. Donc, faut comprendre. Et même ma sage-femme, elle me l'a dit, ma gynécologue, parce que je lui ai fait part, elle m'a dit non, il faut écouter son corps et tu n'as rien à prouver à personne, même pas à toi-même, parce que tu as porté la vie pour la troisième fois. Tu peux te remercier déjà pour ça. Donc, j'ai été hospitalisée près d'une semaine quand même. C'était dur, quoi. Parce que là, en fait, enfin, c'était dur. Et, euh, et mon mari, du coup, avait la charge des enfants. Et là aussi, je culpabilisais. Je me disais, mais comment il va faire ben, il va falloir qu'il fasse à manger, qu'il aille déposer les enfants à l'école. Enfin, ça, il le faisait déjà, mais il va falloir qu'il fasse tout ce que je fais moi et comme je le fais. Et donc, je les appelais, enfin, on passait toute la journée en appel vidéo pour que je vois hum,
ce qu'il fait, etc., comment ça se passe. Donc, lui, ce qu'il faisait quand il déposait les enfants, il passait me voir, vite fait, avant de partir au travail, etc. Mais c'était très dur pour moi parce que je ne voyais pas mes enfants et moi, je leur ai dit, moi, je dois sortir, en fait. Il me disait, non, je dis, non, je dois sortir, je vais me reposer à la maison, mais je ne peux plus rester ici parce que moi, j'ai besoin d'être avec mes enfants, j'ai besoin de les voir. Il y a pas de cause, il n'y a pas de problème majeur. Donc, le traitement que je suis ici, ben, je le prendrai à la maison, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment insisté. J'ai dit non, moi, de toute façon, peu importe ce que vous dites, moi, je vais rentrer. Vous n'avez pas d'obligation. Je ne suis pas obligée de rester si je me sens bien. Ils m'ont dit oui, mais le traitement, j'ai dit, mais le traitement, je le fais chez moi. Parce que là, dans les autres, enfin, je pense que je fais partie des personnes qui préfèrent suivre un traitement à la maison qu'à l'hôpital, parce que j'ai mes habitudes, je suis chez moi, je préfère. Et donc, on m'a dit, OK, mais la sage-femme va passer vous voir 2 fois par semaine pour prendre l'attention, pour voir si ça va. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais au moins, je rentre chez moi. Donc, je suis rentrée. Et là, j'étais alitée, donc je passais le disque que sur mon canapé. Et donc, j'ai été arrêtée jusqu'à mon accouchement, du coup, puisque c'était censé être un arrêt d'une semaine. Mais ma gynécologue m'a dit, mais jamais de la vie, madame, je vous arrête jusqu'à l'accouchement parce que vous ne pouvez pas reprendre le boulot. Et là encore, je me suis dit, ah mince, voilà, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas géré. Donc, j'ai pris ça comme ça. Et ben, je suis restée à la maison, je faisais le moins fort, vraiment. Mais bon, moi, il faut toujours que je fasse le ménage, que j'apprête les enfants. Enfin, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas envie de. C'est mon truc et tout. Et j'ai pas envie qu'ils se disent que ben, maman, elle nous abandonne et tout. Donc, je me bougeais quand même. Et donc, un jour, à 1 mois avant mon accouchement, un jour, je suis allée voir, faire une visite, ma dernière visite ou l'avant-dernière, je sais plus. Et ma gynécologue m'a dit, ben, en fait, on vous garde, on va vous déclencher parce que là, vous faites la prééclampsie, vous avez un taux de protéines très, 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 très élevé dans les urines. Vous avez une tension qui est très haute parce que je crois que j'étais à 17 ou 18 de tension, sachant que normalement c'est à 12,9. Vous avez 17 de tension, vous avez de la protéine très élevée, j'avais des œdèmes, mais j'étais gonflée de partout. Au niveau des pieds, parce que c'est vrai que physiquement, ça se voyait pas parce que je n'ai pas pris de poids, mais au niveau de mes chevilles et de mes doigts, parce que je mettais même plus mon alliance, parce que bah, du coup, c'était un peu enflé. Donc, il m'a dit, je vous garde. Je lui ai dit, comment ça? Je vous garde, on va vous déclencher, vous devez accoucher. J'ai dit, mais comment ça? Enfin, j'étais pas préparée. Enfin, je me suis dit, et les enfants et mon mari, comment ils vont faire? Et moi, en fait, c'est toujours la première question que j'ai. Et mes enfants et mon mari, comment ils vont faire? À aucun moment, je me suis dit, et moi, et c'est vrai que en prenant du recul, je me dis, mais des fois, il faut quand même penser à soi aussi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et du coup, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mes enfants, mon mari, enfin, on n'était pas préparés. Enfin, je devais accoucher que dans 1 mois. L'enfant, est-ce qu'il n'est pas prématuré? Et tout, on me dit, non, non, non. Enfin, là, vous êtes sorti du cap prématuration, de prématuré. Donc, c'est vrai qu'il va naître avec de l'avance. Donc, il va naître un petit bébé, mais il n'est pas prématuré. J'ai dit, OK, on me dit, on va vous déclencher. Je me dis, mais purée, ça veut dire que mon projet d'accoucher de manière naturelle, bah, déjà, ça va dans l'eau. J'ai dit, mais moi, je voulais accoucher de manière naturelle. Elle me dit, oui, madame, mais là, ça va pas être possible parce que ça va être, c'est dangereux pour vous, pour votre enfant, etc. J'ai dit, OK. Donc, j'appelle mon mari, je lui dis, bah, écoute, je vais accoucher, apparemment, on va me déclencher, etc. Parce qu'il était, quand je suis allée faire la visite, il était 10 heures. Donc, bon, je lui ai dit, fais ta journée. Et après, tu récupères les enfants. On va voir comment on fait parce qu'on n'avait pas. Enfin, à la base, sa sœur devait venir pour les garder quand j'allais accoucher. Mais vu que j'ai accouché un mois avant, donc rien de ce qu'on avait prévu n'était fait, je me suis dit, bah, tu prends les enfants, tu les gardes le plus longtemps possible. Et après, il y a un ami à lui ici, tu pourras les laisser pour cette nuit si j'accouche effectivement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, on m'a mis plein on me mettait des produits. Donc, j'étais vraiment entre les produits contre la tension, comment on appelle ça? Je pouvais pas bouger. J'étais vraiment, je me disais, mes mains, j'avais plein. Et je suis pas habituée à me voir vraiment comme ça. Je pense que c'était vraiment difficile pour moi parce que je suis toujours, vraiment, je ne suis jamais malade.
je n'ai jamais été hospitalisée pour autre chose que la grossesse. Mm. Et donc, je me voyais avec des seringues, des perfusions. Il y avait le monitoring, ça faisait les bruits, le tensiomètre et tout. Donc, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais quelque chose de naturel. Et là, toutes les 2 minutes, il y avait une sage-femme qui entrait, il y avait la personne qui devait me faire accoucher, il y avait l'anesthésiste. Je dis, mais je veux pas d'anesthésiste, je veux accoucher de manière naturelle. Elle me dit, oui, mais madame, mais quand vous déclenche, attention là, parce que. Et là, ils me disent, oui, mais en soi, vu qu'on vous déclenche, bah, c'est sûr que ça va être la césarienne. Là, par contre, je dis, je ne fais pas de césarienne. Parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Et c'était toujours ça ma pensée. Comment je vais faire avec mes enfants? J'ai cicatrisé d'une césarienne. J'ai entendu, je sais, j'ai pas vécu, mais j'ai beaucoup de mamans qui m'ont fait des témoignages poussés de ce que c'est la césarienne. Et j'ai dit, je veux pas de césarienne. À la base, je lui ai dit, mais monsieur, à la base, je voulais même pas de péridurale. Là, vous me parlez de césarienne, c'est pas possible. Il me dit, oui, on entend ce que vous dites, mais s'il faut qu'on le fasse, on va le faire parce que on vous déclenche et que il en va de votre vie et de la vie de votre enfant. Alors, il faut que je vous dise que moi, je suis croyante. Donc, j'ai beaucoup prié. J'ai dit à mon mari, mets en prière parce que je n'ai pas envie d'avoir une césarienne parce que je suis une femme et que je dois pouvoir accoucher sans césarienne, sauf en cas vraiment d'extrême problème. Donc, tout le temps, j'étais en prière, en prière. Donc, on m'a donné les médicaments. Donc, normalement, il faut en prendre 4 fois deux médicaments en 4 étapes. Donc, j'ai pris les 2 premiers. Et on m'a dit, ben, si vous prenez, parce que quand j'ai pris les 2 premiers, je commençais à avoir des douleurs un peu, mais c'était pas de grosses contractions. Et la condition était qu'il faut que je contracte beaucoup et que le travail se déclenche pour que je puisse plus avoir des césariennes, parce que je voulais vraiment pas avoir des césariennes. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, permets avec que ces 2 médicaments, que je contracte, parce que j'ai pas envie d'avoir de césarienne. J'ai 2 enfants, ça va être trop difficile pour moi. Je ne suis pas habituée à ne pas être active. Déjà, une semaine hospitalisée, pour moi, c'était trop difficile. Je peux pas avoir de césarienne. Je peux pas. Donc, je priais. Et il ne faisait qu'insister. Non, mais madame, en fait, on a fait les prises de sang pour voir si mes plaquettes étaient OK pour la césarienne et tout. Et là, moi, j'étais déjà trop fatiguée. Parce que entre tous les médicaments, et il faut savoir que je prenais encore les médicaments contre la tension, j'avais une perfusion de, de je sais pas quoi. Bref, j'étais KO. J'ai dit à mon mari, dépose les enfants, tu viens, parce que moi, je veux pas de césarienne. Et là, vraiment, sincèrement, il me poussait vers la césarienne. Et j'ai dit à mon mari, il faut que tu sois là, parce que moi, je vais craquer si t'es pas là. Donc, mon mari, il s'est dépêché, il a déposé les enfants, il est venu. Et dès qu'il arrive, on lui dit, oui, monsieur a fait la césarienne à votre femme et tout. Mon mari a dit, non, attendez d'abord. Enfin, attendez. Ne faisons pas tout de suite la césarienne si on peut encore attendre. L'enfant, il va bien, son cœur va bien, tout va bien, donc on attend. Et même, elles me disent, donc du coup, je commence à contracter. Je dis merci Seigneur, parce qu'au moins, quand les contractions commencent à se faire, bah, ça veut dire que le travail est en train de commencer. Mm. Et donc, il faut savoir qu'il y avait tellement de monde qui passait, mais on nous a laissé une étudiante, du coup, qui restait vraiment avec nous. Et elle voyait vraiment que notre envie, c'était d'accoucher sans péridurale et sans césarienne. Donc, à chaque fois qu'elle voyait que le travail commençait, limite, elle était surexcitée. Elle était contente. Elle nous disait non, tenez bon, si c'est vraiment ce que vous. Donc, elle nous rassurait si c'est vraiment ce que vous voulez, tenez bon. Pourtant, les autres personnes nous disaient non, mais il faut faire la césarienne. Mon mari même s'est pris la tête avec la sage-femme parce qu'il a dit, mais ma femme, elle a dit qu'elle veut pas de péridurale. N'exigez pas, elle veut pas la péridurale, elle veut pas, parce que le côté césarienne s'était déjà passé parce que j'ai commencé le travail. Mais là, vraiment, il me poussait pour la péridurale. Et j'ai dit non, je veux pas de péridurale. Et la dame, elle faisait qu'insister, mais ça fait mal. Mais on a dit oui, la grossesse, enfin, l'accouchement, ça fait mal. À la base, ça fait mal. C'est pas, on le sait, c'est pas censé être une partie du plaisir. Ça fait mal, mais c'est une douleur qui peut être supportée et c'est une douleur que je veux supporter. Alors, si à un moment donné, je me rends compte que c'est difficile pour moi, eh ben, je vous dirai, mais ne me forcez pas. Je vous ai dit que moi, à la base, je veux un accouchement naturel. Et donc ça, cette manière de taper le poing sur la table, c'est vraiment parce que
La sage-femme qui me suivait à la maison, elle me l'a dit. Elle m'a dit, mais madame, si vous voulez accoucher de manière naturelle, ne vous laissez pas, voilà, s'il n'y a vraiment pas de problème, ne vous laissez pas intimider. Si vous avez décidé d'accoucher d'une certaine manière, écoutez-vous. Donc là, j'ai dit non, madame, vous n'avez pas d'obligation de me dire de prendre la péridurale. Donc j'étais vraiment plus sûre de moi. Donc c'est en fait ce que je vais relever, que c'est à ma troisième grossesse que j'ai eu vraiment cette assurance de dire ce que je veux pendant l'accouchement. Parce que les autres, j'ai subi. On me disait, fais ci, je faisais. Je ne savais même pas, même au niveau de l'allaitement pour ma première fille. J'avais pas la montée de lait et tout de suite, ils lui ont donné le lait artificiel alors que c'est pas forcément ce que je voulais. Mais comme je ne savais pas, en fait, j'ai accepté. Donc là, cette grossesse, si cette troisième grossesse, j'ai dit non, là, je vais faire ce que j'ai envie de faire moi en tant que maman. Je vais m'écouter moi et personne d'autre. Donc elle a insisté à un moment donné. Mon mari lui a dit, mais madame, arrêtez en fait. Elle dit oui, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'elle prenne la péridurale? Mon mari dit, mais c'est pas moi, c'est notre choix. En fait, elle était énervée qu'on ne prenne pas la péridurale. Je me dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? C'est mon choix de ne pas prendre la péridurale. Je ne suis pas une femme battue, une femme martyrisée. C'est mon choix de ne pas prendre la péridurale. Et donc après, j'ai la poche des os qui s'est passée. Et quand on m'a fait le toucher, j'étais à 7 doigts. J'ai dit merci Seigneur, parce que ça veut dire que je vais tenir en fait. Donc on est allé en salle d'accouchement et j'avais toujours pas pris de péridurale, ça faisait mal. Donc j'avais mal. Logiquement, les contractions, bah, ça fait mal. Et à chaque fois, dès que j'avais une contraction, il disait, mais vous ne voulez pas la péridurale? Je lui dis, mais non, je ne veux pas la péridurale. Ça fait mal, mais je vais tenir le coup. Donc j'ai supporté, ça me fait mal. Et à un moment donné, elle est sortie. Ils sont partis. Ils nous ont laissé que mon mari et moi. Et tant mieux. Euh, Ils nous ont laissé que mon mari et moi. Et là, j'étais sur le côté, en fait. Et là, tout d'un coup, je sens comment le bébé, il commence à pousser. Parce que parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, peut-être que je vais prendre la péridurale. Parce qu'en fait, elle a fait peur à mon mari. Elle a dit à mon mari, si on ne prend pas la péridurale maintenant et qu'après, il y a une hémorragie, ça va être euh, anesthésie générale. Donc, ça peut être dangereux. Donc, elle nous a vraiment fait peur. Mais avec mon mari, on s'est tenu la main, on a dit non, on ne prend pas du péridurale et on assume ce qui va se passer par la suite. Et donc, à un moment donné, je crois elle pouvait plus nous voir, quoi. Donc, elle est sortie, elle nous a laissé et tout, que mon mari et moi, on était tranquilles, j'avais mal et j'essayais voilà, de me mettre dans des positions pour que la contraction passe, etc. Ça faisait mal, hein. Faut pas que je dise que ça faisait pas mal, mais c'était une douleur que j'ai pu supporter. La preuve, bah, le bébé a commencé à sortir avec que mon mari et moi. Limite, la tête est sortie avec que mon mari et moi. Et donc, il a sonné l'alarme et ils sont venus. Et j'ai accouché, en fait. Le bébé, il est sorti tout seul, sans césarienne, sans péridurale. Le bébé, il est sorti, mais tout seul. Et l'étudiante qui était là, elle était au bord des larmes parce elle s'est rendue compte, en fait, qu'on a fait ce qu'on voulait faire, juste parce on a tenu, en fait. On a cru, en fait, on peut le faire et qu'avec toutes les prières qu'on a menées, bah, que le Seigneur va nous accompagner. Et c'est arrivé, et j'ai accouché. Et elle-même, la sage-femme, elle m'a dit, mais bravo, en fait, parce que être déclenché, et préclampsie, tous les médicaments que vous avez eus depuis 10 heures, vous êtes sous médicaments, vous avez réussi à pousser comme ça. Mais vraiment, bravo, et je m'excuse si je vous ai mis la pression, etc., ou quoi que ce soit. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait été ma première grossesse. C'est sûr que j'aurais fini sur la table avec la césarienne. Donc, du coup, ce que je veux dire aussi, enfin, le témoignage que je vais apporter en parlant de ça, c'est qu'en tant que femme, il faut savoir s'écouter. Alors, je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de la médecine. Les médecins, ils sont là et c'est une très bonne chose parce que ils empêchent, ils sauvent des vies, ils empêchent beaucoup de choses. Mais je pense que la grossesse n'est pas quelque chose de médical. Je m'explique. Quand l'enfant, il est dans ton ventre, tu sais pas comment il grandit. Aucun médecin n'a jamais su. On peut dire que ça peut se faire comme ci ou comme ça, mais en soi, on n'est pas sûr. Un enfant, quand il grandit dans le ventre, il grandit tout seul.
Donc, quand une femme accouche, je reviens à d'où je viens, chez nous, il n'y a pas de péridurale déjà. Hein. Et même les hôpitaux, vraiment beaucoup de femmes accouchent chez elles parce que mon pays n'est pas très développé. C'est encore compté parmi les pays sous-développés, bien qu'il y ait certains hôpitaux, mais c'est vraiment pour des personnes qui ont des moyens. Donc, aller dans les villages où les femmes accouchent, très très bien, mais sans jamais avoir fait aucune consultation. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, mais en soi, je veux dire, les consultations, c'est pour prévenir, mais la consultation en soi, on ne peut pas te donner un médicament pour que ton enfant aille mieux dans ton ventre. C'est pour savoir ce qui va pas, pour savoir comment gérer la chose. Mais en soi, il n'y a pas de médicament pour faire pousser les cheveux ou pour faire sortir les dents. Ça se fait naturellement. Il y a des choses sur Terre qui sont naturelles. Donc, en soi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne, nous, en tant que femmes, à nous écouter parce que vraiment, je me suis écoutée, je ne me suis jamais autant écoutée, je ne me suis jamais fait passer en priorité. J'ai dit ça, je vais le faire parce que je peux le faire. Et j'ai accouché vraiment de manière naturelle. Et quand je l'ai fait, j'ai été fière de moi et j'ai été fière d'avoir écouté cette voix qui m'a dit que je peux le faire. Bien que j'ai été sous pression au niveau de l'hôpital, parce qu'il faut le dire, après, vraiment, je ne leur en tiens pas rigueur. Ils voulaient bien faire, j'imagine, parce que c'était une grossesse par risque, mais bon, avec préclampsie, ça aurait pu mal tourner. Mais moi, je savais que ça allait bien se passer. J'avais cette ferme conviction et je le sentais au plus profond de mes tripes. Et de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. S'il fallait que ce soit là que j'y passe, de toute façon, là ou ailleurs, le mal reste pareil. Donc, je me suis écoutée et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment, comment dire, ça m'a donné cette assurance qui a pu me manquer souvent dans ma vie. Parce que c'est vrai que j'ai souvent été très pudique et c'était une protection parce que je n'étais pas forcément sûre de moi. Les gens, ils ne le comprenaient pas parce que j'ai toujours bien parlé, voilà, j'ai jamais été, comment dire, timide devant les gens. Mais c'est vrai que moi, j'avais ce manque d'assurance qui me disait souvent, enfin, toi, tu vas pas y arriver. Euh, voilà, j'ai combattu beaucoup longtemps avec ça. Et ça m'a aidé. Parce que même au niveau de la poitrine, j'ai toujours trouvé que j'ai une très petite poitrine. Mais quand j'ai allaité et que j'ai vu que grâce à cette petite poitrine, je donne euh, un enfant se nourrit de ça, ça a totalement changé, moi, ma perception des choses. En gros, ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut qu'on apprenne à s'écouter, pas seulement dans la maternité, mais en général. Parce qu'on a beaucoup de... Il y a beaucoup de coachs. euh, il y a beaucoup de coachs qui vont dire oui, mais la confiance en soi, c'est ci, c'est ça. La confiance en soi, on n'apprend pas la confiance en soi dans une école. Il n'y a pas un cours pour apprendre à avoir la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la ferme conviction de nous-mêmes. Donc, souvent, je trouve marrant les gens qui disent oui, moi, avant, je n'avais pas confiance en moi, mais depuis que je suis auto-entrepreneur ou bien euh, depuis que je m'habille bien, je me présente bien, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose vraiment qui est profond, qui émane de l'intérieur d'une personne, de se dire que malgré les difficultés, on croit en soi. Il y a une différence entre l'estime et la confiance. Et je pense que les gens confondent souvent. La confiance en soi n'émane pas du fait qu'on soit populaire, qu'on ait des likes, qu'on connaisse des personnes connues, qu'on soit riche, ça n'a rien à voir. Ça peut booster notre estime de nous, mais pas notre confiance. La confiance en soi vient de soi. Et je pense que c'est important que chacun revienne à lui-même pour effectivement savoir ce que c'est. Donc, en gros, cette troisième grossesse m'a permis de savoir que je pouvais faire ça. Et ça a changé un peu. Ça a changé ma vie et ma perception aussi des choses. Voilà. Waouh, j'avais pas du tout imaginé en fait que tu avais vécu tout ça. Et je te remercie parce que comme tu as pu évoquer, c'est pas évident pour toi d'en parler autour de toi. Et le fait d'avoir pris ce temps
pour raconter tout ce que tu as pu vivre à travers ces grossesses, au sein de cet épisode, bah, ça me touche parce que ça me rappelle, en fait, que tu me fais énormément confiance et qu'il y a aussi une partie de toi qui a envie de montrer que c'est important, en fait, de se faire confiance et que très facilement on peut, en fait, écouter les autres et ouais, j'ai été, hyper touchée tout du long. J'ai pas, su, en fait, intervenir, pendant tout ce que tu partageais parce que j'ai l'impression que ça coulait de source en toi. Il y avait vraiment un fort besoin de communiquer là-dessus et juste merci. Merci d'avoir pris le temps et je suis vraiment heureuse pour toi que, les choses dont tu souhaitais, se passent comme tu avais envie et bravo, d'avoir en fait, maintenu cette confiance en toi et je trouve ça formidable aussi que ton conjoint a été vraiment, très présent pour tout ce dont tu avais besoin. J'ai été très touchée aussi, sur la partie où tu penses même plus à toi, mais tu penses vraiment à ta famille, à tes enfants, à ton conjoint et ça m'a vraiment peinée parce que, du coup, je trouvais ça merveilleux à la fois parce que tu as vraiment une empathie qui est présente, qui fait vraiment chaud au cœur, mais après je me dis, du coup, sur ce moment-là, tu dans l'incapacité de penser, pour toi, ce dont tu avais réellement, besoin. Enfin voilà, ça m'a un peu émue en fait, ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve que tu es une femme extrêmement forte et vraiment je trouve, une source d'espoir pour, de nombreuses femmes qui, passent en fait, par peut-être ce même vécu que toi. Même si malgré tout, chaque histoire est unique, mais ouais, je pense que ça va être, une source d'espoir et vraiment, quelque chose qui pourra rassurer, je pense, de nombreux parents et ouais, encore merci de nous partager tout cela, à travers cet épisode. Hem, je voulais vraiment, te dire que, tu es une femme extraordinaire et que vraiment je t'admire pour tout ce que tu as pu, vivre, depuis, toute jeune jusqu'à ton arrivée en France, sur tout ça. Enfin voilà, enfin vraiment je t'ai appris j'ai appris à te connaître en fait il y a peu. On s'est rencontrés, lors de la formation au Mama Care pour devenir accompagnante postnatale et c'est vrai que lorsqu'on se voyait à travers une caméra, je n'aurais jamais imaginé que toi, en tant que femme, tu as vécu tout ça et comme quoi des fois, on cache bien tout ce qu'on ressent et c'est vrai que je me rappelle encore en live où tu nous apprends, que tu es sur le point d'accoucher et que tu suis en même temps les cours et je me suis dit: «C'est incroyable». Je me suis dit: «Ah, c'est à partir de ce moment-là, il faut que j'interroge cette femme et que je lui dise mais il faut qu'elle fasse partie de mon épisode, il faut qu'on se rencontre» et encore merci énormément de m'avoir invitée, sur Paris pour, faire partie de l'événement que tu as proposé. Ça m'a beaucoup touchée et vraiment je suis hyper, honorée. En tout cas, j'avais une question à te poser, par rapport à tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que, pour les parents qui nous écoutent, est-ce que tu aurais, un conseil, une leçon de vie, en fait t'a aidé ou qui pourrait aider, d'autres parents? Il y a tellement de choses à dire, hein, mais je veux dire que tout s'apprend. Et je pense que c'est important d'avoir des mots gentils à son propre égard, à l'égard de soi-même. Et ça, c'est d'une. Et de deux, je veux parler aux personnes qui sont en couple. J'en parle parce que j'ai vécu ça et on n'aurait pas été fort, on aurait pu se séparer. Euh, on devra apprendre à... Donc, c'est pas une phrase d'accroche, mais il faut communiquer. Il faut apprendre à dire les choses. Moi, aujourd'hui, mon mari, on est à 50-50% à la maison. Aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, il fait autant que moi avec les enfants. Ça veut dire, euh, juste pour la petite parenthèse, quand j'ai repris le boulot, on avait trouvé une nounou qui a dû annuler. Et donc, mon mari s'est mis en télétravail, donc c'est lui qui garde les trois enfants. Donc, ça fait 2 mois, il garde les trois enfants à la maison. Ça aurait jamais... Et donc, c'était même pas pensable, en fait. C'était inimaginable parce que moi, je me serais dit, non, j'arrête le boulot pour garder les enfants. Mais imaginons, on va aller travailler. Et je pense que c'est ce parcours-là, d'avoir cheminé comme ça ensemble parce que c'est pas, il faut pas qu'on ait toujours envie de jeter la pierre à l'autre. Non, mais tu fais pas bien ou t'as pas envie de faire. Je pense qu'il faut être
pragmatique et trouver le bon terrain d'entente. Parce que le but pour un couple, c'est d'éduquer, élever les enfants ensemble. Le but, ce n'est pas de se séparer à cause des enfants. Parce que si on a fait des enfants, c'est parce qu'on s'aime pas, j'imagine. C'est pas toujours dans tous les cas, hein, bien sûr, je m'entends. Mais je veux dire, en règle générale, un couple qui décide d'avoir un enfant, c'est parce que c'est le fruit de leur amour. Après, il y a des enfants qui arrivent dans des conditions bien évidemment différentes, hein, et ça, on le sait. Mais il ne faut pas toujours jeter la pierre à l'autre et trouver des terrains d'entente. Moi, je sais que j'étais perfectionniste et que je voulais que mon mari fasse comme je fais. Mais non, lui, il fait comme il fait. Mais c'est toujours fait aussi. Donc, apprenons à être, comment dire, à être tolérant vis-à-vis de l'autre, à être tolérant vis-à-vis de nous-mêmes et et à se donner de l'amour. Voilà, c'est très important. Je le dis, ça a l'air banal comme ça, mais c'est vraiment ça qui aujourd'hui nous a permis de vraiment encore cimenter notre couple. Et aujourd'hui, je dors les yeux fermés. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je voyage et je laisse mon mari avec les enfants. Je ne l'aurais pas fait avant parce que je n'avais pas confiance en moi. J'allais culpabiliser. Je n'avais pas forcément, je me disais, mais est-ce qu'il va faire comme je veux qu'il fasse? Est-ce qu'il va vouloir faire? Mais laissons souvent aussi à nos conjoints de faire comme eux ils pensent, parce qu'on n'a pas la science infuse en fait. On n'est pas des super mamans ou quoi que ce soit. On apprend tous les jours et tout s'apprend. Et je pense que le fait qu'ils voient vraiment mon attachement, parce que je suis vraiment très attachée à l'éducation, à l'évolution des enfants, à leur épanouissement, vraiment, et ils suivent. Vraiment, nous, on fait tout avec nos enfants et on le fait vraiment avec tout notre amour. Et il faut penser à ça, à être tolérant. Donc, le message que j'envoie, c'est la tolérance de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas être trop dur envers soi-même. Et des fois, de lâcher prise et de se dire, mais c'est pas comme ça que j'aurais fait, mais c'est pas grave parce que à la fin de la journée, c'est fait et, et ça va. Donc, la parentalité, c'est quelque chose qui nous ramène beaucoup à d'où l'on vient. En tout cas, moi, particulièrement, dans presque tous les choix que j'ai à faire avec mes enfants, je me rappelle de ce que moi j'ai vécu. Et c'est parfois un exercice difficile parce que c'est pas toujours des choses positives que j'ai pu vivre dans ma vie. Mais au moins, ça me permet d'avoir ce recul et d'avancer. Et je sais qu'il y a que beaucoup de personnes, c'est pareil. Quand on, quand ton enfant te dit je veux des bonbons, tu te dis mais moi, est-ce que je prenais des bonbons ou pas? Est-ce que si je lui donne des bonbons, c'est bien ou pas? Soyons tolérants et apprenons à lâcher prise et à vivre, tout simplement, apprendre à nous écouter nous-mêmes et même quand on repart dans nos derniers, quand on repart au plus profond de nous, à essayer d'aller chercher le meilleur, parce que c'est ça qui va nous permettre de, de vivre et de surmonter les difficultés. Donc, soyons tolérants, apprenons à lâcher prise et surtout, profitons au final de la vie, profitons de ce qu'on a, parce qu'on n'aura pas toujours ça. Merci énormément Vanessa pour ce partage de conseils parce que ça apporte vraiment une lueur d'espoir pour de nombreux parents qui vont nous écouter parce que c'est vrai que parfois dans un couple c'est hyper compliqué, on vit des hauts et des bas et surtout des fois avec l'arrivée d'un enfant. Donc merci par rapport à tout ce que tu traverses de nous partager ça parce que c'est tellement précieux de pouvoir s'entraider les uns et les autres et des fois c'est des fois des petites clés comme ça qu'on n'y pense pas mais au final ça nous apporte tellement dans notre quotidien et tu rappelles vraiment un point fondamental, c'est vraiment laisser la place aussi aux coparents parce que c'est vrai que moi-même j'ai du mal aussi à partager les tâches, en fait à vouloir vraiment que les choses en fait soient faites comme moi je le veux, mais parfois c'est pas toujours possible et tu l'exposes très bien ici. Et c'est vrai que c'est important de leur laisser la place qu'ils ont tout autant notre place, enfin leur place que nous on l'a. Et il faut vraiment leur faire confiance parce que franchement ils ont les capacités d'y arriver. Donc merci de l'aborder. Et bien voilà ce qui conclut l'épisode. Merci énormément Vanessa de nous avoir partagé un petit bout de ta vie sur tes 3 maternités, sur comment ça s'est passé, ce que tu as pu ressentir. C'est tellement précieux ce que tu nous partages aujourd'hui et je suis vraiment reconnaissante d'avoir été là en fait pour écouter vraiment ton témoignage et j'espère que ça fleurira
par la suite tout ce que tu partages aujourd'hui. En tout cas, pour les personnes qui sont intéressées, Vanessa, elle reste disponible sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et elle est aussi la fondatrice, comme elle disait, de l'association ASEM. Et parfois, elle propose des ateliers aussi avec des massages pour bébés, avec l'aide de collaboratrices notamment. Et il y a aussi d'autres ateliers qui sont proposés, donc je vous invite vraiment à aller découvrir du coup son compte Instagram. Les massages de bébé, ça fait partie intégrante des activités qu'on propose dans l'association. Donc là, comme c'est une nouvelle association, donc on trouve des activités, donc notamment des rencontres, des massages. Bientôt, bientôt le mois d'octobre rose, donc on va organiser aussi un événement. Il y aura plein d'événements qui vont venir en plus parce que j'attendais que ça se tasse un peu avec les JO, etc. Donc à partir de septembre, l'association va reprendre. Il y a plein d'événements autour même de l'organisation de la maison. Ça concerne les mamans, mais pas que. Parce que on est d'abord femme avant d'être maman et je tiens toujours à le préciser. Et donc, comme tu parlais des massages, oui, c'était un moment parmi d'autres, parce qu'il y a il y a une jeune dame qui a un centre et qui a vraiment beaucoup apprécié ce que l'association fait. Et elle nous a proposé de souvent organiser des ateliers de massage. Donc ça va sûrement se refaire. Et il y a plein de personnes comme ça qui viennent de gauche et de droite qui nous proposent de, de faire des événements, des ateliers. C'est ce qui permet de faire vivre l'association et de pouvoir toucher le maximum de personnes, de pouvoir rassurer le maximum de mamans, de futures mamans, avec des thématiques qui peuvent être plus psychologiques, aussi financières, parce qu'on va organiser aussi des collectes de dons, de vêtements pour des enfants, pour des femmes qui sont dans des pays où il y a la guerre, où il n'y a pas beaucoup de moyens, des femmes qui restent enfermées dans des hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas payer les frais. Donc il y a vraiment de jolis, de beaux projets, j'espère, qui viendront de manière matérielle, de manière psychologique, parce que je pense que c'est un tout en tout. Et n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher de moi. Moi, je n'attends que ça. Parce que je prends à cœur vraiment d'écouter chaque personne qui se rapproche de moi. Je n'ai pas toujours la solution et parfois je ne l'ai même pas, mais je pense que déjà le fait de parler, ça fait beaucoup. Ça aide énormément. Parler, c'est une thérapie. Donc moi, je serai toujours l'oreille qui écoutera parce que je pense que Dieu m'a fait comme ça et, euh, et, et je le fais vraiment avec plaisir. Alors, l'association sur Instagram, c'est asso-du-8 entre-du-8 maman avec S à la fin. Mais si vous mettez association de soutien entre mamans, vous allez nous retrouver. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser un message ou voilà, sentez-vous à l'aise de faire ce que vous ressentez au moment où vous allez taper le nom dans la barre de recherche. Et je vous dis merci déjà d'avance d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la fin. Et je remercie aussi Océane pour cette très, très, très belle initiative. On vit dans un monde où on a du mal déjà à s'exprimer parce que tout est jugé, tout est transformé. Les réseaux sociaux, c'est devenu... ça part dans tous les sens. Les gens se font du mal à se retrouver. Et ce genre d'initiative, ça permet de parler. Même moi qui suis assez entourée, je me rends compte que je dis des choses que je n'avais jamais dit auparavant. Et je te dis merci Océane parce que je pense que c'est ta manière, c'est ton caractère et, euh, et ta sensibilité qui me donne vraiment cette légitimité, qui me donne cette douceur et qui me permet vraiment de parler, sachant que je ne vais pas être jugée et ne lâche rien et ne change rien. Bah, merci beaucoup Vanessa, je suis vraiment très émue par tous les mots que tu m'adresses et ouais, ça m'émeut vraiment beaucoup. J'aime beaucoup en fait offrir aux autres, mais quand je reçois vraiment ça me touche d'autant plus. Et en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur dans ta vie de maman. Je te souhaite que tes enfants se portent le mieux possible, qu'ils grandissent dans les meilleures conditions que toi tu souhaites. Et je te souhaite un épanouissement
professionnel comme toi tu as envie. Je te souhaite le meilleur dans ton association. Merci pour tout, merci pour ton empathie, pour ta chaleur humaine et pour tout ce que tu vas offrir pour les mamans ou les coparents. Donc merci du fond du cœur pour tout ce que tu nous offres aujourd'hui à travers ton témoignage. Et voilà, j'ai pas d'autres mots, mais à part merci à toi. Merci beaucoup, Océane. Et à très bientôt, parce que je sais qu'on se rejoindra. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.